Il est 8 heures du matin, un samedi. Oui. Un téléphone posé sur la table de la cuisine se met à vibrer. L'écran s'illumine et bam, un email urgent du bureau ou un message d'un boss sur une application d'équipe. Le grand classique de notre époque. Mais c'est ça, si. Parce que, bon, il y a encore quelques années, la ligne de démarcation entre la vie pro et la vie perso, elle était purement physique, quoi. Exactement. On passait la porte du bureau le soir et c'était fini. C'est ça, les dossiers, les réunions, tout restait coincé derrière cette porte. Mais aujourd'hui, avec la technologie qu'on a tous dans la poche en permanence, Cette frontière s'est juste évaporée en silence. totalement. Le bureau nous suit à table, dans les transports, et même dans le lit, enfin c'est fou. Le samedi matin se transforme insidieusement en une espèce d'extension du vendredi soir. Et c'est là que ça devient dangereux. L'espace professionnel s'immisce vraiment dans les moindres recoins du temps personnel, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune séparation visible. Aucune. Et le pire, c'est que cette dissolution des frontières, ça crée une attente implicite de disponibilité permanente, tu vois. Ah oui, l'attente d'être toujours on. C'est ça. On baigne dans une culture qui a fini par assimiler la réactivité immédiate à de la compétence et la disponibilité totale à de l'engagement. Comme si répondre à un mail à minuit faisait de nous un meilleur professionnel. Voilà. Il y a cette croyance tenace que pour prouver sa valeur, il faut pouvoir tout absorber, répondre présent à chaque sollicitation, peu importe le moment. Et du coup, dire non ou juste ne pas répondre dans la seconde, C'est souvent interprété, à tort, comme un manque de dévouement ou une incapacité à gérer la pression. c'est exactement le cœur du problème de notre discussion d'aujourd'hui. Dans la continuité de l'exploration qu'on mène actuellement, après avoir appris à identifier ce qui est véritablement vital, Il est grand temps d'éliminer le reste. c'est ça. On plonge dans l'art délicat d'éliminer tout ce bruit. Et attention, l'objectif ici, c'est pas de trouver des petites astuces pour travailler plus vite, hein. Non, surtout pas. C'est de comprendre la mécanique profonde des limites, de voir pourquoi imposer des frontières claires n'est pas une faiblesse. Ni une marque d'égoïsme. Exactement. C'est au contraire l'outil le plus puissant pour regagner de la liberté et, paradoxalement, forcer le respect des autres. Ok, décortiquons un peu tout ça. Carrément. Et pour décortiquer ça, faut d'abord observer ce qui se passe quand quelqu'un décide d'aller à contre-courant. Quand quelqu'un ose imposer une limite face à une vraie pression hiérarchique. Ouais. L'histoire de Jen Young illustre ça à la perfection. Elle bosse dans une entreprise tech, en Corée. Ah, donc niveau culture de l'exigence et présentéisme extrême. On est au sommet, quoi. C'est un environnement particulièrement intense. Et dans ce contexte, elle est en pleine préparation de son mariage. Ce qui est déjà une source de stress monumentale en soi. C'est clair. Et c'est à ce moment précis que son entreprise lui confie une responsabilité énorme. 3 semaines avant le jour J, elle doit préparer une présentation cruciale pour le conseil d'administration. La charge de travail de dingue. Monumentale. Mais Jen Young, elle anticipe. Elle s'organise et elle enchaîne des journées de 15 heures pendant plusieurs semaines pour tout finir en avance. Son but, c'est de se libérer du temps, c'est ça? Exactement. Elle veut dégager 5 jours complets de congé juste avant le mariage, pour couper totalement. Elle livre le travail, sa manager Iori est super contente, tout semble réglé. Sauf que, je sens le piège arriver. Sauf que la nature même d'un environnement sans limite, c'est que le travail s'étend toujours pour remplir le vide, tu vois. Ah ouais, la fameuse loi de Parkinson. Juste avant que Jin Young ne commence ses congés, bam, sa manager revient vers elle et lui demande de prendre un nouveau projet en urgence. Le fameux petit truc en plus. Le moment de bascule. C'est l'instant précis où le travail tente de grignoter l'intime. Et la pression psychologique à ce moment-là doit être énorme. Enfin, la majorité des gens craqueraient, non? Totalement. Par peur des représailles ou juste pour pas avoir l'air désinvesti, on se dit allez, je sacrifie encore quelques heures. Mais Jin Young a fait quoi? Elle ne cède pas. Refus catégorique. Attends, vraiment? Elle a dit non à sa boss coréenne juste avant le mariage. Ouais, elle rappelle gentiment mais fermement l'accord explicite qu'elles avaient. Elle a bossé jour et nuit pour livrer en avance et maintenant son temps ne leur appartient plus. C'est courageux. Et comment la manager réagit? Parce que la plupart des gens auraient eu peur d'être licenciés, franchement. Eh bien, la réaction est fascinante. Au début, évidemment, la manager est contrariée. Comme les autres membres de l'équipe refusent aussi, Iori est obligée de faire le travail elle-même. Aïe, elle doit mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Mais c'est là que la situation s'inverse. Au lieu d'un licenciement ou d'une mise au placard, Ce qui est dingue ici, c'est que le refus a généré de la gratitude. c'est ça. Parce que les limites forcent la réalité à s'imposer. En devant faire le boulot, la manager a été brutalement confrontée à sa propre désorganisation. Ah, elle réalise que c'est pas l'équipe le problème. Voilà. Elle comprend que son manque d'anticipation crée des urgences artificielles. Et donc,
Le refus de Jin Young n'est plus perçu comme un caprice. Mais comme l'application logique d'un périmètre. Exactement. Jin Young a agi comme un miroir, révélant les failles du système. Et la conséquence directe, c'est que le respect de la manager pour elle a explosé. C'est fou, mais tellement logique au fond. On valorise instinctivement ce qui est protégé. Quelqu'un qui protège son temps prouve que son temps a de la valeur. On respecte le temps de ceux qui le respectent eux-mêmes, tout à fait. Ça me fait penser à une image très visuelle, hein. J'imagine souvent nos limites comme les murs d'un grand château de sable, tu sais. Hmm. Construit sur la plage face à la mer? C'est ça. On passe un temps fou à ériger de belles murailles, on définit notre périmètre, mais la marée monte. La pression extérieure s'accentue. Et si on laisse passer une seule vague? Si on laisse tomber un seul petit pan de mur, l'eau s'engouffre. Elle ronge la structure de l'intérieur, et paf, tout le château s'écroule en un instant. C'est une super métaphore. Cette dynamique destructrice de la première brèche, c'est ce qu'on appelle le piège de l'exception. Le truc de se dire, allez, juste pour cette fois. Ouais, cette idée pernicieuse que faire une petite entorse à nos règles n'aura pas de conséquences. L'histoire de Clayton Christensen le montre bien. Le fameux consultant, hein. Oui. Dès le début de sa carrière, il a pris un engagement radical envers sa famille. Ne jamais travailler le week-end. Dans le conseil, c'est presque suicidaire comme règle. Et forcément, ça a été testé très vite. Un jour, pression maximale sur un projet. Son boss lui demande de venir bosser un samedi. Clayton refuse calmement. Aïe! Le boss revient alors avec un compromis. Il lui dit « Ok, pas samedi, mais viens impérativement ce dimanche pour sauver le projet. La pression est à son paroxysme là. Et là, tu vois, j'aimerais jouer l'avocat du diable. Vas-y. Mais franchement, n'est-ce pas plus simple de faire une petite exception, juste ce dimanche-là, pour montrer qu'on a l'esprit d'équipe, apaiser la situation? Ça évite de passer pour quelqu'un de psychorigide, non? Ce qui est fascinant ici, c'est la différence de paradigme. La pensée commune, celle que tu décris, perçoit la limite comme une contrainte. Genre, je suis assez fort pour en casser le cou. Voilà. On se dit qu'on peut absorber la charge pour faire plaisir. Mais c'est un piège cognitif. En quoi c'est un piège de dire oui une seule fois? Parce que si Clayton avait cédé ce dimanche-là, il aurait envoyé un message dévastateur. Sa règle n'était pas une vraie limite, juste une ligne directrice, négociable. Ah, le château de sable aurait été percé. Exactement. S'il avait dit oui exceptionnellement, le week-end suivant aurait donné lieu à une nouvelle négociation épuisante. Il aurait dû se justifier à chaque fois. Alors que la pensée de l'essentiel voit la limite comme une libération absolue. En refusant ce dimanche, il n'a pas eu à peser le pour et le contre. La décision était déjà prise depuis des années. Fixer la règle à l'avance élimine le besoin de justifier un non direct à chaque fois. Il n'a pas été viré, et mieux encore, il a imposé un tel respect que plus personne ne lui a jamais demandé de bosser le week-end. C'est puissant. Bon, ériger nos propres murs face à la hiérarchie, c'est une chose. Mais il y a une autre dynamique, beaucoup plus pernicieuse au quotidien. Tu penses à quoi? Comment on fait avec ces gens qui semblent n'avoir aucune limite? Ceux qui viennent constamment déverser leurs urgences dans notre espace, à nous. Ah, les fameux voleurs de temps. C'est ultra courant. L'auteur Henry Cloud raconte une anecdote clinique géniale là-dessus, sur cette mécanique de transfert de responsabilité. Ah oui, l'histoire avec les parents. Ouais. Il reçoit des parents épuisés dans son cabinet, ils ont un fils de 25 ans, et il finance toute sa vie, gère ses crises, planifie son avenir. La totale. Et il demande à Cloud de réparer leur fils, parce qu'il n'a pas conscience qu'il a un problème. Et la réponse de Cloud est d'une lucidité redoutable, non? Il les écoute et il leur lâche calmement « Votre fils n'a pas de problème parce que vous le lui avez pris. Waouh. C'est rude, mais c'est tellement vrai. Tout le problème est là. Tant que les parents s'interposent entre les actions du fils et leurs conséquences, pourquoi ils changeraient ? Il subventionne son absence de limite, en fait. C'est exactement l'analogie de l'arroseur automatique que j'adore utiliser. Ah oui, vas-y, explique-la. Imagine un jardinier avec son arroseur. Sauf que le jet arrose constamment la pelouse du voisin. Le voisin qui fait rien du tout. Voilà. Le voisin est super paresseux, mais sa pelouse est magnifique. Et pendant ce temps, le jardinier voit sa propre herbe mourir de soif, parce qu'il paie l'eau pour l'autre. Pourquoi le voisin ferait un effort du coup ? Exactement. Pourquoi il changerait ses habitudes? Et cette métaphore, elle s'applique parfaitement au monde de l'entreprise. Carrément. Pense à ce collègue qui délègue toujours ses retards, ou au boss qui impose ses projets favoris non aboutis. Parce qu'ils savent qu'on va rattraper le coup le soir tard. C'est ça. Si on continue d'arroser leur pelouse en absorbant leur stress, c'est notre propre capacité de travail qui s'assèche. Donc placer des clôtures, ça permet de garder les problèmes dans la bonne cour. Mais tu sais, souvent on culpabilise de faire ça. On se dit qu'on manque d'empathie. C'est vrai.
Mais aider à l'excès n'est pas un service rendu. C'est empêcher l'autre de grandir. C'est presque un acte destructeur, en fait. Mais ça soulive une autre peur. Une fois qu'on a posé ces clôtures pour se protéger, est-ce qu'on ne finit pas par s'isoler? On devient prisonnier de nos propres limites? Au contraire. Et c'est là qu'on arrive à cette histoire incroyable de la cour d'école. Ah, l'école près de la route! Oui, une école maternelle située juste à côté d'une nationale hyper dangereuse. Au début, il n'y avait aucune clôture entre la cour et la route. L'enfer pour les instis. Et devine comment se comportaient les enfants. J'imagine qu'ils restaient terrifiés. Complètement. Ils restaient tous blottis contre le mur du bâtiment, terrorisés à l'idée de s'éloigner vers le danger. L'absence de limite créait une paralysie. Et ensuite, ils ont mis une clôture. Dès que la clôture a été construite, changement radical. La peur s'est dissipée. Les enfants ont commencé à courir partout, à explorer toute la cour jusqu'à s'appuyer contre le grillage. Donc, en ajoutant une barrière physique, leur liberté a doublé. C'est un paradoxe génial. Si on relie ça à une vision plus globale, ça prouve que sans limite définie par nous-mêmes, on est prisonnier des limites imposées par la peur ou par les autres. On est toujours sur équivive. Exactement. On doit évaluer chaque demande. Alors qu'avec une vraie frontière, on crée un sanctuaire. Et c'est seulement dans cet espace protégé qu'on peut avoir une concentration et une liberté totale. Intellectuellement, la mécanique est brillante. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? C'est-à-dire, Comment ceux qui nous écoutent peuvent appliquer ça demain matin au bureau, sans déclencher une guerre mondiale avec leurs collègues? Faut bien une méthode concrète. bien sûr, le premier outil, c'est d'apprendre à identifier ces points de rupture, ce que l'auteur appelle les deal breakers, Et comment on fait ça en pleine réunion? en cherchant le pincement. Le fameux pincement. Ce petit truc désagréable dans le ventre quand on dit oui à contre-cœur. C'est ça, ce pincement de ressentiment quand quelqu'un nous demande un service. Ce n'est pas un défaut de générosité, c'est le signal d'alarme qu'une de nos limites vient d'être franchie. On l'a tous ressenti, ce truc. On sourit, on dit « pas de problème », mais intérieurement, on fulmine. Donc la première étape, c'est de repérer ce qui déclenche ce pincement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de créer des contrats sociaux. Ah, alors ça, j'avoue que j'étais perplexe. Le livre donne l'exemple d'un auteur qui doit bosser avec un collègue diamétralement opposé, très chaotique. Oui, Et au lieu de subir, ils établissent un contrat, dès le premier jour, en définissant ce qu'ils acceptent ou refusent de faire. pour garantir une entente, oui. Mais honnêtement, ça fait pas un peu arrogant? Genre, t'arrives le premier jour d'un projet et tu dictes une liste d'exigences à ton collègue? C'est la recette pour passer pour un asocial rigide, non? Je comprends ta réserve. Si c'est présenté comme un ultimatum, c'est clair que ça va mal passer. Mais toute la subtilité est dans la forme. Comment on fait, alors? L'objectif, c'est d'ouvrir une discussion proactive sur les modes de fonctionnement. C'est pas une dictature. C'est dire, écoute, pour que je donne le meilleur de moi-même, j'ai besoin de structure. Et toi, de quoi as-tu besoin? Ah, on retourne la question. On expose notre mode d'emploi avant que l'autre ne le fasse bugger en brou. C'est ça. Et en demandant les limites de l'autre, l'échange devient hyper respectueux et réciproque. On définit les règles du jeu pour éviter les non-dits qui s'accumulent. On crée de la prévisibilité. Plus besoin de dire non 100 fois par la suite. Et on retrouve l'espace dégagé de la cour de récréation. L'énergie qu'on gaspillait à repousser les intrusions est libérée pour l'essentiel. Ce qui amène une réflexion fascinante, tu sais. On se sent souvent écrasé par la charge mentale et les urgences. On croit tous que c'est parce qu'on manque de temps. Et si on inversait l'hypothèse? Et si ce stress chronique n'était pas dû à un manque de temps, mais simplement à l'absence d'une seule bonne clôture autour de notre ressource la plus précieuse? C'est une vraie provocation intellectuelle. Ça donne envie d'être attentif à son prochain pincement et de tracer enfin cette ligne imaginaire. C'est la clé de tout. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.